Bon, ben, on va reprendre donc le fil de notre congrès en donnant la parole donc au professeur Cédric de Bazelère qui travaille à Saint-Louis. Je lui ai posé une question sur l'IRM mammaire et est-ce qu'elle aura un jour un rôle dans le dépistage du cancer du sein. Ça ne lui a pas beaucoup plu comme sujet, mais il l'a quand même traité. Effectivement, j'aime beaucoup l'IRM, mais bon, j'aime bien faire des topos où j'explique comment on interprète les choses. Et là, c'était quelque chose où il fallait un peu réfléchir et ça, j'aime moins faire. Mais finalement, j'ai beaucoup lu et j'ai appris plein de choses. Donc, j'espère que ça va vous plaire aussi, comme ça m'a plu. Donc, on va parler de l'IRM et effectivement, on va se poser la question, est-ce qu'elle aura un rôle dans le dépistage du cancer du sein dans le futur ? Alors, je n'ai pas de lien d'intérêt à déclarer. Le plan du topo, on va donc parler au départ du dépistage chez les patientes à haut risque. Ensuite, je vais enlever mon masque, ce sera peut-être plus audible. Ensuite, on parlera du dépistage en IRM chez les patientes à risque intermédiaire et à risque standard. On parlera des protocoles abrégés, vous verrez ce que c'est. On parlera des protocoles abrégés optimisés et puis on discutera un petit peu si vous voulez bien. Alors, avant de parler du futur, on va parler du présent. Aujourd'hui, l'IRM n'est pas recommandé pour tout le monde. Le dépistage en France, selon l'HAS, dans la population générale, eh bien, il repose sur la mammographie et l'échographie. Et dans une petite fraction de la population, donc les patientes à haut risque, on propose une IRM et une mammographie, plus ou moins une échographie. Donc l'IRM pour aujourd'hui est réservé aux patientes à haut risque. Alors, qu'est-ce que c'est que les patientes à haut risque ? Très rapidement, c'est les patientes qui ont un risque cumulé sur la vie de faire un cancer du sein supérieur à 20%. C'est qui ? C'est les patientes qui présentent des mutations BRCA1, BRCA2, et chez elles, le risque est bien supérieur à 20%, puisqu'on l'estime entre 50 et 80%. Toutes les patientes qui présentent d'autres mutations, que je vous ai listées ici, et il y en a d'autres certainement, et puis les patientes qui ont eu une radiothérapie médiastinale avant l'âge de 30 ans. Et donc, chez ces patientes, on fait tout pour la prévention. Premièrement, on propose des mastectomies qui réduisent théoriquement le risque de cancer du sein de 90% environ, l'ovariectomie qui réduit ce risque à 50%, et puis surtout le dépistage qui nous intéresse aujourd'hui, donc le dépistage intensif qui doit reposer sur une modalité d'imagerie qui a une excellente sensibilité pour détecter les cancers le plus tôt possible pour pouvoir les guérir, et puis qui repose également sur une bonne valeur prédictive négative pour éliminer un cancer de façon certaine. Alors, cette modalité d'imagerie qui présente une excellente sensibilité, une bonne valeur prédictive négative, vous le savez, c'est l'IRM. Et quand on regarde un peu toutes les publications de la littérature, on voit que la sensibilité de l'IRM est estimée en moyenne à 80%, c'est-à-dire le double de celle de la mammographie qui est estimée dans toutes ces publications à 40%. Alors, un petit exemple, ici, vous avez une patiente présentant une mutation BRCA, elle a 41 ans, on lui fait son dépistage, je ne sais pas si vous voyez l'anomalie, nous on s'était intéressé à des microcalcifications dans le sein gauche, là vous les voyez ici, très bien, donc pas de souci, macrobiopsie et on tombe sur un carcinome canallaire infiltrant triple négatif. Ok, très bien. Comme elle est jeune et qu'elle a une mutation, on lui fait son IRM. On retrouve son cancer. Vous voyez à gauche, le petit cancer ici, pas de problème. Enfin, pas de problème pour nous, plus de problème pour la patiente. Mais en revanche, de l'autre côté, vous voyez qu'un cancer 3 fois plus gros dans la région rétro-aréolaire du sein droit, qui était passé totalement inaperçu en mammo et en échographie, avec un vrai washout, macrobiopsie sous IRM qui nous montre un triple négatif avec du carcinome in situ. Donc, vous voyez ici tout l'intérêt de l'IRM chez ce type de patiente. Alors, pour que ça soit vraiment intéressant, il faut améliorer le pronostic des patientes. Alors, est-ce que l'IRM améliore vraiment le pronostic des patientes ? Pour ça, il faut déjà commencer par essayer de détecter les cancers à un stade le plus précoce possible, le moins avancé possible. Et donc, il y a plusieurs études qui ont essayé d'évaluer ça et qui montrent qu'en fait, grâce à l'IRM, on arrive à détecter des cancers infracentimétriques dans la moitié des cas. Et dans 20% des cas, les patientes sont N+, c'est-à-dire dans 80% des cas, les patientes sont N-. Je vous rappelle qu'en mammographie, lorsqu'on fait un dépistage chez ces patientes à haut risque, dans 25% des cas, les tumeurs font moins de 10 mm, c'est-à-dire que dans
les 3/4 des cas, on découvre des cancers déjà assez volumineux, de plus de 10 mm, et dans la moitié des cas, elles sont déjà N+. Donc, premier point intéressant, l'IRM permet réellement de détecter des cancers à un stade peu avancé par rapport à la mammographie. Deuxième point intéressant, lorsqu'on veut améliorer le pronostic des patientes, il faut réduire le taux de cancer de l'intervalle. Vous savez que les cancers de l'intervalle sont les cancers que l'on détecte entre deux dépistages. C'est donc des cancers que l'on détecte cliniquement, donc des tumeurs qui sont symptomatiques, donc généralement de gros diamètres, c'est des volumineuses tumeurs, et donc de plus mauvais pronostics. Eh bien, les études que je vous liste ici montrent que lorsque l'on combine IRM et mammographie, on réduit le taux de cancer de l'intervalle puisqu'il est à 5% lorsque l'on combine ces deux techniques, alors que lorsque l'on fait simplement un dépistage conventionnel, vous voyez qu'on a 50%, donc dans une fois sur deux, on a des cancers de l'intervalle. Donc, deuxième point tout à fait intéressant. Troisième point intéressant, pour améliorer le pronostic, il faut améliorer la survie des patientes à 10 ans. Et vous voyez que dans cette étude qui portait simplement sur les patientes mutées BRCA2, on voit que lorsque l'on fait un dépistage IRM plus mammographie, vous voyez ici la ligne verte, eh bien, la survie à 10 ans est de 100%. Lorsque l'on se contente de faire simplement une mammographie, la survie est de 86%. Et lorsque l'on ne fait rien, ni mammo ni écho, eh bien, la survie à 10 ans est de 75%. Alors on va me dire c'est bizarre de rien faire chez les patientes mutées. En fait, il s'agit de patientes chez qui on ne savait pas qu'il y avait une mutation. Donc on découvre cette mutation au moment du diagnostic de cancer. C'est pour ça qu'elles n'avaient pas de dépistage particulier. Et puis, il y a des auteurs qui se sont dit, puisque l'IRM elle est si fantastique chez ces patientes à haut risque, est-ce que ça vaut vraiment le coup de faire une mammographie, notamment chez les patientes jeunes? Donc, je vous présente l'étude de Vreeman, publiée en 2018, qui portait sur 2000 patientes environ, et qui montre, qui est retrouvée dans cette étude, donc 125 cancers, et qui montre qu'en fait, ils ont stratifié, vous voyez, en fonction des tranches d'âge, moins de 40 ans, 40, 50, etc. Ils montrent que moins de 40 ans, lorsque l'on combine mammographie à l'IRM versus IRM, on a exactement le même taux de détection. C'est la même chose entre 40 et 50 ans, même taux de détection, donc la mammographie n'apporte rien. En revanche, entre 50 et 60 ans, là on voit que la mammographie est supérieure, la combinaison mammographie et IRM est supérieure à l'IRM toute seule. Et c'est d'autant plus vrai, alors le cadre foncé représente les patientes mutées par rapport, les cadres clairs représentent les patients non mutés. Donc vous voyez que en termes de taux de détection, la mammographie est intéressante, notamment chez les patientes mutées après 50 ans. Les faux positifs étaient également évalués dans cette étude et on voit grâce à cette étude que dans toutes les tranches d'âge, lorsque l'on ajoute la mammographie au dépistage, en plus de l'IRM, on augmente. Vous voyez, ici, c'est supérieur à ici c'est supérieur à ici. Donc, on augmente le nombre de faux positifs. La mammographie, en clair, augmente le nombre de faux positifs. Et on voit que c'est d'autant plus vrai chez les patientes qui ne sont pas mutées BRCA. Vous voyez, les triangles clairs, là, les rectangles clairs sont beaucoup plus élevés que les rectangles foncés. Donc, chez les patientes jeunes, non mutées, la mammographie, le dépistage en mammographie, augmente le nombre de faux positifs. Donc les conclusions étaient que l'intérêt de la mammographie est relativement limité chez les femmes jeunes et notamment chez les femmes non mutées. Alors la question de Marc Espier, c'est y a-t-il d'autres patientes susceptibles de bénéficier d'un dépistage en IRM? Alors, il s'agit donc des patientes qui vont avoir un risque moins élevé. Alors, pourquoi il me pose cette question? Parce que c'est sûr que la mammographie et l'échographie ont des avantages. C'est un dépistage qui est relativement simple, c'est pas cher, ça diminue la mortalité d'environ 30%, donc on est plutôt content. Mais il y a quand même des limites. Alors d'abord, le taux de détection est relativement faible. Lorsque l'on regarde la mammographie, le dépistage dans la population générale, en mammographie, il retrouve 5 cancers pour 1000 patientes dépistées. Alors, si vous faites une seconde lecture, si vous faites une tomosynthèse, si vous rajoutez une écho, à chaque fois, vous rajoutez 2 patientes pour 1000 patientes, 2 cancers pour 1000 patientes dépistées. Donc, on améliore un petit peu les choses en faisant ça. Mais on reste quand même autour de 5, 7%. La sensibilité de la mammographie diminue avec la densité mammaire, on le sait bien. Donc, chez les femmes jeunes qui ont plutôt les seins denses, la sensibilité, elle tombe, vous voyez, le taux de détection tombe à 3 cancers pour 1000 patients dépistés, donc c'est pas terrible.
on accepte beaucoup de cancers de l'intervalle, entre 30 et 50% de cancers de l'intervalle selon la littérature, ce qui est relativement énorme. Donc, c'est un vrai problème, puisque, encore une fois, vous savez que ces cancers sont volumineux, donc le risque de mauvais pronostics. Et puis, bon, bien sûr, il y a cette histoire de surdiagnostic. Est-ce que ça vaut le coup de dépister les in situ de bas grade? Alors, on va voir donc si finalement l'IRM a un intérêt chez les patients qui ne sont pas à haut risque, mais à risque intermédiaire, c'est-à-dire un risque estimé entre 15 et 20%. Alors, ça concerne qui? Ça concerne les patientes qui ont eu un antécédent de cancer du sein personnel, ou bien des lésions à haut risque avec des atypies, et puis les patients qui ont les seins denses. Quand on parle de seins denses, donc seins extrêmement denses. Et pourquoi c'est intéressant finalement? Parce que le point commun de toutes ces patientes, c'est qu'elles ont des seins qui sont difficiles en mammographie et en échographie. Voici un exemple, donc une patiente multi-opérée. À droite, elle a eu un adénofibrome, à gauche, elle a eu un cancer du sein, même 2 cancers du sein. Donc vous voyez, plein de cicatrices, plein de distorsions architecturales à droite comme à gauche. Ici, s'il y a une petite masse qui se présente, on aura vraiment du mal à la détecter. Je vous montre son écho qui n'est pas mieux. Vous voyez, plein de cicatrices partout. C'est très compliqué à interpréter ça. Maintenant, je vous montre l'IRM. L'IRM, c'est super simple. Vous voyez la cicatrice. Il n'y a pas de prise de contraste. Il n'y a pas de prise de contraste nodulaire à droite, pardon. Donc, pas de souci. On regarde maintenant le sein gauche. Et là, vous voyez la cicatrice. Il y a une prise de contraste nodulaire dedans. Bon, voilà, on a une récidive. Vous voyez, il n'y a aucun problème à interpréter ça. Donc, il y a plusieurs auteurs qui ont essayé d'évaluer l'intérêt de l'IRM chez ces patientes qui ont un antécédent de cancer du sein, donc qui proposent de faire une surveillance en IRM chez les patients qui ont eu un cancer du sein. Donc, cette étude de Lehmann, qui est l'une des plus importantes, publiée en 2016, avec 1500 patientes incluses. Alors, c'est intéressant parce qu'ici, ce qu'ils ont voulu dire, c'est qu'ils ont voulu savoir si finalement le dépistage en IRM dans cette population d'antécédents de cancer du sein était aussi performant finalement que chez les patients qui ont un haut risque. Donc, on accepte de faire des IRM chez les patients qui sont à haut risque. Si on fait aussi bien chez les patients qui ont un cancer du sein, on répond à la question. Donc, c'est ce qu'ils ont fait. Donc, ils ont divisé leur cohorte de 1500 patientes en 915 patientes avec un cancer du sein, un antécédent de cancer du sein, et 600 patientes à haut risque. Et voici leurs résultats. Vous voyez, la spécificité est meilleure dans la population qui a eu un antécédent de cancer du sein, 94% par rapport à 86% pour les patientes à haut risque. Les sensibilités là-haut, 80 et 79, sont identiques, donc on fait aussi bien en termes de sensibilité. On fait mieux en termes de spécificité. Et vous voyez qu'on a 2 fois moins de faux positifs dans cette population ayant eu un antécédent de cancer du sein par rapport aux patientes à haut risque. Donc, leur conclusion elle a été relativement simple. On a une meilleure performance en IRM de dépistage chez les patientes qui ont un antécédent de cancer du sein par rapport aux patientes qui sont à haut risque. Donc, si on accepte de faire des IRM chez les patientes à haut risque, il n'y a pas de raison qu'on ne le fasse pas, selon cette étude, chez les patientes qui ont un antécédent de cancer du sein. Alors, la limite de cette étude, qu'on n'avait pas trop d'informations sur les antécédents de cancer du sein, enfin, sur le cancer que les patientes avaient présenté. Est-ce que c'était des cancers à haut risque de récidive ou pas? Ça, on ne savait pas trop. Voici une autre patiente, 49 ans. Elle a un antécédent de cancer du sein à gauche, mais ce n'est pas le problème ici. C'est surtout que vous voyez, elle a des seins qui sont extrêmement denses, pas très faciles d'interprétation. Et je vous ai centré sur cette zone-là parce qu'il y a un cancer. Je ne sais pas si vous le voyez bien, le cancer. Franchement, ce n'est pas facile. Donc maintenant, je vous montre l'IRM. Et vous voyez que même l'IRM, ce n'est pas très facile, mais finalement, on voit bien ici une prise de contraste micronodulaire, linéaire, orientée vers le mamelon, qui est tout à fait caractéristique, classée ACR4, et que l'on a biopsié, et il s'agissait bien d'un carcinome canalaire in situ. Donc, vous voyez, dans les seins denses, l'IRM semble assez intéressante. Et c'est ce qu'a montré Baker dans une publication dans le New England Journal of Medicine publiée en 2019. Donc, une grosse étude. Vous voyez, 40 000 patientes inclus. Parmi ces 40 000, ils ont proposé de faire une IRM en dépistage à 8 000 patientes. Bon, finalement, il y en a un peu moins de 5 000 qui ont accepté de faire l'IRM réellement et qui l'ont faite. Et le principal résultat est ici. Vous voyez que lorsque l'on compare le taux de cancer de l'intervalle, eh bien, il est globalement 10 fois
plus petit chez les patients qui ont fait l'IRM par rapport aux patients qui n'ont pas fait d'IRM. Il y a 10 fois moins de cancer d'intervalle chez les patients qui ont une IRM par rapport aux autres. C'est donc assez, cette différence est vraiment écrasante. Donc, leur conclusion a été, ben oui, ça vaut le coup, sur les syndences, de faire des IRM. Alors, grosse limite de cette étude, c'est qu'il n'y avait pas d'échographie, encore une fois. C'est vrai que l'échographie permet de retrouver souvent des cancers, mais en ce qui concerne la patiente que je vous ai présentée, l'in situ, on ne l'aurait pas vu en échographie. Alors, il y a eu d'autres études qui ont essayé d'évaluer l'intérêt du dépistage dans d'autres catégories, donc les patients, par exemple, à haut risque, mais sans mutation retrouvée. On en a pas mal à Saint-Louis. Donc, ici, une étude publiée dans European Journal of Cancer en 2017, une méta-analyse, 2000 patientes inclus. Qu'est-ce qu'ils montrent dans cette étude? Donc, ils avaient retrouvé 87 cancers. Donc, ils comparent la mammo, l'IRM et l'IRM plus mammo. Et donc, dans le groupe mammo, d'abord, en termes de sensibilité, ils montrent que la sensibilité de la mammo est plutôt intéressante après 50 ans. Et la sensibilité de l'IRM, elle est plutôt intéressante chez les patients plus jeunes, donc avant 50 ans. Premier résultat. Deuxième résultat, il montre que la sensibilité du couple mammographie plus IRM est supérieure à la sensibilité de la mammographie et à la sensibilité de l'IRM, et ce, dans toutes les tranches d'âge. Et il montre par contre, en revanche, un problème au niveau de la spécificité, puisque la spécificité de la mammo est supérieure par rapport à l'IRM ou par rapport au couple mammo plus IRM. Et encore une fois, dans cette étude, il n'y avait pas d'échographie. C'est vraiment à chaque fois un problème redondant. Ce sont des études anglo-saxonnes qui n'ont pas l'échographie aussi systématique que nous. Et puis, l'étude publiée par Christiane Kuhl, je vous mets sa photo parce qu'elle a vraiment beaucoup travaillé sur ce sujet. Et elle a publié notamment, elle a publié plein de papiers, mais un dans Radiology en 2017, qui était intéressant parce que pour le coup, elle incluait beaucoup de patientes, 2000 patientes, et puis surtout, c'était des patientes, pour être inclus, qui devaient avoir un bilan mammo et échographie, donc une étude avec l'échographie, qui était négative. Donc on prend des patientes qui ont été dépistées, le dépistage standard mammo-écho ne retrouve rien, on leur fait une IRM et on va les suivre pendant 2 ans. Qu'est-ce que ce dépistage permet de retrouver? 61 cancers, donc 61 cancers qui n'avaient pas été vus en mammo et en écho. Parmi ces 61 cancers, il y a 60 cancers au premier tour qui sont détectés par l'IRM toute seule. Et au deuxième tour, il y a un cancer qui est découvert avec les 3 modalités. Donc, la mammographie et l'échographie n'avaient détecté aucun cancer toute seule. Donc, il n'y avait aucun cancer qui n'était pas visible en IRM. Donc, en histologie, ils retrouvaient principalement des carcinomes infiltrants par rapport aux carcinomes in situ. C'était généralement des hauts grades et des triples négatifs, donc des méchants cancers. Et puis, ils étaient majoritairement N- grâce à l'IRM qui permettait de détecter des cancers à un stade précoce. Et 0 cancer de l'intervalle, ce qui est vraiment très important, comme je vous l'ai expliqué. Alors, si on compare sensibilité, spécificité de détection, vous voyez que c'est écrasant. L'IRM a une sensibilité de 100% dans cette étude, contre 8% pour la tomosynthèse et 8% pour l'échographie. Vous voyez, je vous parle de mammographie depuis le début, mais c'est de la tomosynthèse, donc c'est vraiment théoriquement le meilleur examen pour le dépistage que l'on dispose pour la mammo. Et puis, les taux de détection, vous voyez, 16 cancers détectés pour 1000 patientes grâce à l'IRM, contre 2 pour 1000 avec la tomosynthèse et 4 pour 1000 avec l'échographie. Donc, il n'y avait pas photo. Le dépistage en IRM améliorait vraiment, selon Christiane Kuhl, la détection des petits cancers agressifs. Et puis ça, c'est la photo de Wendy Berg. Wendy Berg, elle, par contre, avait publié un peu avant, en 2012, une étude, pareil, grosse étude sur 2000 patientes, qui trouvait les mêmes résultats, mais ses conclusions étaient différentes, puisqu'elle disait quand même que l'IRM, c'est pas très bien toléré chez les patientes, ça dure longtemps, elles sont sur le ventre, enfermées dans le truc, elles n'aiment pas trop. Il y a quand même beaucoup de faux positifs, selon Wendy Berg, 65% pour l'IRM en termes de spécificité, contre 84% pour la mammographie. Ça coûte cher, l'IRM, et elle dit, finalement, on n'a pas beaucoup de place, donc c'est pas si simple que ça, finalement. Alors du coup, pour essayer d'améliorer ça, il y a beaucoup d'auteurs qui ont travaillé sur ce qu'on appelle les protocoles abrégés. Alors, c'est quoi un protocole abrégé? Quand vous faites une IRM normale, vous allez faire toutes ces séquences, un T2 pour voir les hypersignaux qui sont en faveur de la bénignité, un T1 pour rechercher la graisse en faveur de la bénignité également. Vous pouvez faire de la diffusion, et puis surtout, vous allez faire des séquences dynamiques
injectée, donc une séquence sans injection, puis une acquisition à 1 minute, 2 minutes, etc., jusqu'à 8 minutes. Et tout ça, ça va prendre entre 30 et 40 minutes selon vos protocoles. Et certains auteurs proposent en fait d'abréger tout ça, de faire juste un T2 et de faire un T1 injecté dynamique. Et sur ce T1 injecté dynamique, on ne fait pas toutes ces acquisitions, on va faire juste une acquisition avant injection, puis une acquisition 1 minute après injection, et puis on va faire une reconstruction MIP. Une reconstruction MIP, c'est quoi? C'est la superposition de toutes les coupes. Donc là, ça c'est une acquisition MIP, c'est-à-dire qu'on a reconstruit cette image à partir de toutes les coupes sur le sein, et du coup, on voit toute l'épaisseur du sein. Donc c'est un peu comme une mammographie où on voit toute l'épaisseur du sein sur une image. Et donc, il vous faut 3 secondes pour pouvoir détecter les anomalies. Vous avez mis 3 secondes pour voir ça et pour voir ça. Si vous aviez les yeux fermés. Donc, si vous avez vu ça, vous voyez, vous avez une très bonne sensibilité. C'est ce qu'a dit, on va voir un peu plus tard, Christiane Kuhl. Si vous regardez les images du protocole abrégé, vous avez votre T2, vous avez un T1, un T1 sans injection, un T1 injecté, puis la soustraction. Vous voyez très bien sur ce protocole abrégé, donc cette petite tumeur. Donc, vous voyez que vous n'avez pas trop de problèmes pour voir les anomalies avec ce type de protocole qui prend beaucoup moins de temps que le protocole complet. Et du coup, si on fait un protocole complet, qu'est-ce que ça nous apporte? Ça nous apporte ça, c'est-à-dire l'analyse dynamique, voir la courbe. Et ici, on voit que cette courbe nous montre un washout. Donc, cette courbe nous indique que cette lésion est suspecte. Elle a soit plus de 85% de risque d'être un cancer. Donc, cette courbe, cette analyse dynamique, le protocole complet nous inquiète. Donc, on refait une échographie de second look dans la région rétro-aréolaire. On retrouve ce petit nodule. On le biopsie et c'était un papillome. Donc, un faux positif par rapport au protocole complet. Donc, Christiane Kuhl, toujours elle, a été la première à proposer ces protocoles abrégés. Donc, elle publie en 2014 déjà cette étude. Donc, 606 dépistages chez 443 patientes. Il s'agit de patientes à risque intermédiaire, donc juste avec des seins denses, simplement. Et pour les inclure, comme d'habitude, il faut qu'il y ait une mammo et une échographie normale. Donc, elle fait un dépistage chez les patientes chez qui on n'a rien vu en mammo et en écho. Et elle retrouve 18 cancers sur 1000 patientes dépistées. Qu'est-ce qu'elle montre comme résultat? Elle montre que lorsque l'on regarde le MIP, vous savez, donc cette reconstruction avec toutes les coupes, eh bien, ça prend 3 secondes, ce que je vous ai dit tout à l'heure, et on a une sensibilité de 91%. Donc, ça veut dire qu'on est capable de détecter 9 cancers sur 10 avec ce MIP, simplement en 3 secondes. Si on prend le protocole abrégé, là, on atteint une sensibilité de 100%. Ça prend un peu plus de temps pour l'interprétation. Elle mesure ça, elle évalue ça à 30 secondes. Et puis, si on compare au protocole complet, on voit que donc, finalement, la sensibilité est la même. Protocole abrégé versus protocole complet. La spécificité, elle est la même également. Par contre, on fait un peu plus de BI-RAD 3 avec le protocole abrégé par rapport à l'IRM complète. D'autres auteurs ont ensuite évalué ces protocoles abrégés. Il y a une foultitude de papiers sur ces protocoles abrégés dans la littérature qui montrent à peu près tous la même chose. Ils comparent protocole abrégé versus protocole complet. Ils montrent tous que le protocole abrégé, bien sûr, est beaucoup plus rapide, beaucoup plus court que le protocole complet en termes d'acquisition et en termes d'interprétation. Et par contre, les résultats, ils sont identiques en termes de sensibilité, spécificité, valeurs prédictives positives et négatives. Donc, on fait aussi bien avec le protocole abrégé qu'avec le protocole complet. Et puis, il y a d'autres auteurs, du coup, qui ont essayé de décliner ça en fonction des facteurs de risque. Donc, ici, plusieurs études, vous voyez, qui ont évalué le protocole abrégé chez les patients qui ont eu un antécédent de cancer du sein. Et qu'est-ce qu'ils montrent? Eh bien, il montre de bonnes sensibilités chez ces patientes, moyenne 91%, de bonne spécificité, moyenne 90%, avec des taux de détection autour de 19 cancers détectés pour 1000 patientes dépistées. Je vous rappelle, le taux de détection des cancers du sein mammo plus écho, c'est 7 pour 1000. Donc, 19 pour 1000 avec l'IRM versus 7 pour 1000 pour mammo écho. La différence encore est écrasante. La même chose, donc on a vu ici pour les antécédents de cancer du sang. Même chose ici pour les patientes à sein dense. Est-ce que le protocole abrégé est bien chez ces patientes-là? Eh bien oui, selon Kumcock, JAMA 2020, 1400 patientes encore, oui, donc des études assez importantes pour des radiologues.
Qu'est-ce qu'il montre? Eh ben, il montre la même chose, taux de détection beaucoup plus important avec l'IRM qu'avec la tomosynthèse, sensibilité supérieure pour l'IRM par rapport à la tomosynthèse. Donc, encore une fois, la tomosynthèse, le meilleur examen dont on dispose aujourd'hui. Et puis, par contre, toujours le même problème de spécificité qui est moindre avec l'IRM par rapport à la tomosynthèse. Et puis, il conclut que finalement, la tomosynthèse, ça n'apporte pas grand-chose dans cette étude. Alors, les limites de cette étude, comme d'habitude, pas d'échographie. Et puis, deuxièmement, vous voyez, il y a 1400 patientes sur 48 centres, ce qui veut dire que chaque centre voyait moins de 50 patientes par an, ce qui est quand même pas énorme. Du coup, on voit de façon redondante les mêmes problèmes de spécificité dans chacune de ces études. Donc, pas mal d'auteurs ont essayé de trouver des séquences, des techniques pour améliorer cette spécificité, ce que j'ai appelé ici les protocoles abrégés optimisés. Donc, voici une patiente qui a un antécédent de carcinome lobulaire infiltrant. Vous voyez, ça, c'est la fameuse coupe MIP. Donc, on a le sein sur toute son épaisseur et vous voyez qu'il y a plein de prises de contraste focale dans ce sein. Là-dedans, il y a un cancer. Est-ce que vous êtes capable de me dire quelle est la prise de contraste ici qui correspond à un cancer? Pas très facile. Hein. Caroline Cuvier me montre en interne gauche. Celui-là, probablement, c'est ça? D'accord. Ok, très bien. Donc maintenant, je vous montre le protocole abrégé. Donc là, je suis sur une coupe où il y a le cancer. Je vous facilite, il n'y en a plus que 3 maintenant. C'est lequel à votre avis? Donc tu vois, on l'a éliminé, le gauche là. Donc maintenant, bon, c'est pas facile hein, évidemment. Donc maintenant, je vous montre une séquence de diffusion. Et vous voyez, il n'y en a qu'un qui s'allume. C'est lui. Et bien lui, c'était lui, le carcinome lobulaire infiltrant. Les autres, on les avait biopsiés aussi quand même. Et elles étaient négatives. Donc vous voyez, on a de nouvelles séquences comme celle-là, la séquence de diffusion, qui nous permettent d'améliorer un peu notre spécificité pour pouvoir mieux décider quelle cible il faut biopsier. Et donc, il y a pas mal d'auteurs qui ont évalué cette diffusion hein, dans ces protocoles abrégés, comme c'est l'étude de Chen, publiée dans le Korean Journal of Radiology. Alors, il ne faut pas se moquer, le Korean Journal of Radiology, c'est un journal qui monte à toute vitesse et qui sera bientôt aussi important que Radiology, qui est notre plus grand journal. Et donc, qu'est-ce qu'il montre dans cette étude? Eh bien, il montre que lorsque l'on fait un protocole abrégé, on a une sensibilité de 93% et une spécificité de 83%. Et si on ajoute la diffusion, vous voyez que la sensibilité passe à 100% et on améliore vraiment la spécificité puisqu'elle passe à 95%. La différence est significative. Et lorsque l'on fait un protocole complet, finalement, on ne gagne pas grand-chose. Rien en sensibilité hein, et 2 points en termes de spécificité. Donc, la conclusion, c'était que la diffusion dans cette étude réduisait de 10% le taux de faux positifs. Autre technique pour améliorer la spécificité, il s'agit de l'analyse de rehaussement. Alors, en faisant les protocoles abrégés, on a supprimé ça. C'est ce qu'on faisait avant, c'est-à-dire l'analyse des courbes de rehaussement. Si on savait que si on avait un rehaussement progressif comme ça, type 1, le risque de cancer était inférieur à 15%. En revanche, si on avait ça, la courbe rouge, c'est-à-dire un wash-out, un lavage, une diminution de plus de 10% de l'intensité de signal, et bien là, le risque de cancer du sein était évalué à 85%. Et si on avait une courbe intermédiaire, le risque était intermédiaire. Donc, c'était assez intéressant. Ça nous permettait quand même d'améliorer un peu notre spécificité. Mais en faisant les protocoles abrégés, ça, on n'y a plus le droit. On n'a plus que cette partie-là de la courbe. Donc, est-ce qu'on peut faire quelque chose avec cette partie-là de la courbe? Oui, il y a pas mal d'auteurs qui ont montré que si on faisait des acquisitions très rapides, qu'on faisait plein d'acquisitions pendant les 2 premières minutes, eh bien, on était capable de faire aussi bien que cette analyse de la courbe que je vous ai montrée précédemment. Alors, l'inventeur de cette technique s'appelle Mahan et il a fait sa première étude publiée en 2014, portée sur 160 patients et montré que en fait, on pouvait analyser la vitesse ici de rehaussement pendant ces 2 premières minutes. Et il montrait que si cette vitesse était supérieure à 130 km/h, en fait 13% par seconde, on avait 85% de risque d'avoir un cancer du sein. Donc, c'est la même chose finalement qu'un wash-out. En revanche, si cette vitesse de rehaussement était inférieure à 60 km/h, 6% par seconde, et bien là, le risque de cancer du sein était inférieur à 15%. Et donc, vous voyez, avec de bonnes spécificités, de bonnes sensibilités. Donc, c'était assez simple, mais bon, il fallait quand même calculer ces vitesses de rehaussement en pourcent par seconde, ce qui n'était pas très facile. Alors, il y a un autre auteur qui a dit, on va faire plus simple. Ça revient au même, mais on va faire plus simple. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va
afficher les IRM comme ça. Je regarde à quel moment l'aorte commence à se rehausser et je déclenche mon chronomètre. Donc là, hop, ça commence à rehausser. L'aorte, là, je mets à 0 le chronomètre et je regarde à quel moment les lésions dans le sein se rehaussent. Ici, paf, celle-ci, elle se rehausse à 4 secondes 32 centièmes. Donc, elle se rehausse moins de 13 secondes après le rehaussement de l'aorte. Et dans ces cas-là, pareil, 85% de risque que ce soit un cancer. Ici, des adénopathies qui se rehaussent cette fois-ci à 8 secondes 64. Donc, on est encore sous la barre des 13 secondes. Donc, également, lésion très suspecte. En revanche, si ça se rehausse à plus de 13 secondes après l'aorte, là, par contre, on a quelque chose de bénin. Et il comparait donc son protocole dit FAST par rapport au protocole complet en termes de sensibilité. Vous voyez qu'on avait les mêmes sensibilités avec les deux protocoles. Donc, l'analyse de cette première partie de la courbe par rapport à l'analyse de la courbe complète. Et il montrait que la spécificité était meilleure, puisque avec le protocole complet, la spécificité était de 52%, alors qu'avec le protocole FAST, donc l'analyse juste de la phase précoce, était de 78%. Donc une vraie amélioration de la spécificité. Et puis également, finalement, une amélioration des courbes ROC avec une R sous la courbe à 85% avec le protocole FAST contre 73% pour le protocole complet. Du coup, il y a d'autres auteurs qui se sont dit on va faire la même chose, on va voir si ça marche aussi. Ils ont comparé les protocoles abrégés dits FAST par rapport au protocole standard et ils montrent tous la même chose avec de bonnes sensibilités et surtout une amélioration de la spécificité qui passe de 70% environ à 80% pour ces études. Donc voilà. Ce que je voudrais que vous reteniez comme message de cette étude, c'est que quand on fait du dépistage en IRM, on a des taux de détection qui sont de l'ordre de 20 à 30%, 30 pour 1000 patients dépistés, versus 3 à 5% en mammographie et 7 pour 1000 en écho plus mammographie. Donc vous voyez, on a vraiment des taux de détection bien supérieurs grâce à l'IRM. Que lorsqu'on fait ce dépistage en IRM, dans toutes les études que je vous ai présentées, il n'y avait pas de cancer de l'intervalle, alors que l'on accepte avec nos dépistages entre 30 et 50% de cancer de l'intervalle, ce qui me paraît énorme. Et surtout, je ne sais pas si vous en êtes rendu compte, mais la différence de performance entre la mammo et l'IRM est finalement la même, quel que soit le niveau de risque. C'est-à-dire que l'IRM faisait à chaque fois 10 fois mieux que la mammographie pour les patientes à haut risque, mais elle faisait également 10 fois mieux dans la catégorie patients à risque intermédiaire et même patients à risque standard. Cette différence se maintient quel que soit le niveau de risque. Et la détection et l'IRM permettait à chaque fois de détecter plutôt des cancers invasifs, agressifs et à un stade précoce. Si bien que les choses sont en train de changer un peu et aujourd'hui, aux États-Unis, une société, l'American College of Radiology, bon évidemment c'est les radiologues, a décidé de proposer chez les patientes à risque intermédiaire, de faire une IRM. Alors, donc, les patientes moins de 50 ans, antécédents de cancer du sein et qui présentent des seins denses. Les autres sociétés, l'American Cancer Society et le NCC, pour l'instant, ne proposent pas cette IRM dans cette population à risque intermédiaire. Et en Europe, pour l'instant, c'est le statu quo. Donc, en conclusion, il faut quand même se rappeler que le dépistage en mammographie a été pensé dans les années 70. À l'époque, on s'habillait comme ça. Il serait peut-être temps de revoir un peu, le problème, puisqu'on a de nouvelles technologies qui fonctionnent vraiment très très bien. Et puis, il y a plein d'études qui sont en train de se dire qu'il va falloir quand même adapter le dépistage au risque des patientes. Ça paraît pas très logique de proposer la même chose, le même type de dépistage sans tenir compte du risque. Et enfin, donc, si jamais on met en place un dépistage en IRM, il va falloir suivre les mêmes conditions que ce que l'on a mis en place pour le dépistage en mammographie, c'est-à-dire des protocoles bien standardisés, mettre en place des systèmes de contrôle qualité, et puis standardiser également les méthodes de lecture, une deuxième lecture peut-être, donc bien utiliser le BI-RAD, bien utiliser les recommandations, pouvoir faire des biopsies sous IRM, etc. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Cédric. Merci pour ce sujet. Je crois que tu as fait un excellent tour d'horizon. J'ai vu que Caroline avait envie de te poser une question. En fait, j'en ai 3. Je n'ai pas compris. Les recommandations de la CR, c'était moins de 50%, dans moins de 40 ans. C'est pas très clair.
antécédent de cancer et ascendance ou l'un ou exclusif? Est-ce que c'est les trois cumulés Ouais. ou est-ce que c'est Parce que pour moins de chacune de 40 ces ans, trois catégories? C'est pas très clair dans Ah les oui. recommandations. Moins de La 50 ans. phrase est C'est pas beaucoup. super claire. J'ai Ah ouais. relu 15 fois le papier, là, c'est dans le papier de Monticello, là, et pas très facile à voir. Mais on a vu que dans chacune de ces trois catégories, l'IRM était vraiment Ouais. intéressante. Donc je pense qu'on peut décliner sur chacune Toutes les patients chacun de ces de trois moins de points. 50 ans, alors, il dirait. Non, pas toutes les patients de moins de 50 ans. Les patients de moins de 50 ans qui ont soit des seins dents, soit Ah un oui, cancer du sein. d'accord. Ok. J'ai un autre truc. Est-ce que tu sais si la lecture en aveugle, si ça influence la spécificité de l'IRM chez les patients à risque? Comment Parce ça que tu lecture en vois, aveugle? à un moment, tu as montré les patientes à risque intermédiaire, genre elles avaient eu un cancer du sein, les patientes mutées, et je crois que la spécificité était moins bonne chez les mutés. Est-ce qu'un radiologue qui lit une IRM, quand il sait que la patiente est mutée, est-ce qu'il va pas... C'était des lectures en aveugle. Voilà, elles sont Ouais, en aveugle. Ouais, ouais. Ah, ok. D'accord. Et Ouais. troisièmement, il y a des données en survie sur... Comment? Il y a des données sur le bénéfice en survie? Eh ben, pour l'instant, non. On a juste cette étude que je vous ai présentée sur les patientes à haut risque. Mais pour l'instant, non, on n'a pas assez de recul. Juste, je passe tout de suite la parole à Sylvie Giachetti, juste pour dire pour les participants à distance que vous pouvez lever la main pour poser une question verbalement et qu'on vous donne la parole. Hein. Moi, je ne sais pas comment il faut faire le chat. Hein. Juste, tu sais, tu as cité à la fin, donc en conclusion, MyPeps, là, MyPeps, ça va être, les technologies, elles vont être quoi différentes? En fait, c'est juste les populations à risque, non? Dans l'étude MyPeps, en fait, ils vont faire différentes catégories de risques. Oui. Et du coup, ils vont adapter le dépistage. Il n'y aura pas d'IRM. C'est-à-dire qu'en fait, non, il n'y a pas d'IRM, il n'y a que de l'écho, mais il n'y a que de la mammo et de l'écho éventuellement. Mais ces patients qui n'ont aucun risque, on va le faire tous les 3 ans. Chez les patients qui ont des risques très importants, on va le faire tous les ans. C'est plutôt comme ça que ça va se Les décliner. nouvelles technologies, on met de la tomosynthèse avec ou pas du tout? Aujourd'hui, la tomosynthèse en France n'est pas acceptée pour le dépistage. Tous les radiologues sont en train de se bagarrer pour essayer de reconnaître cette technique-là. Oui, effectivement, tomosynthèse, mais surtout l'IRM qu'il faudrait intégrer dans les dépistages de certaines patientes. On discutera peut-être un autre jour de MyPeps en détail. Ouais. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non, je n'ai pas vu le public à distance là dans les chats. Non, on est toujours sur les mêmes. Bon. Eh bien, encore merci. Je vous en prie.